Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Je ramène un petit peu, je donne un petit coup comme ça. Tu l'as! Ramène, tu l'as! Ramène ça! Es-tu contente? Yes, truite numéro 1. Ah ouais. Hey, super! Hein, t'es capable, hein? Prends-le dans tes mains. Ah ouais, t'es capable. Bien fort. Qui a attrapé du poisson? Moi! Avez-vous aimé ça? Oui! Allez-vous revenir? Oui! Mission accomplie! Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Dans l'émission, Suzanne Nature nous amène jouer à l'extérieur. On reçoit Guy-Paul Thibault qui, lui, nous parle d'arbalète. Danny Himbaud de la compagnie Éthique qui nous parle des nouveautés du côté des colorations des cuillères Swissex. Et on s'entretient avec Éric Bory de Taxidermie chez Éric. Évidemment, on va parler de poils. Deux petites informations pour vous. La première, que je trouve absolument dégueulasse. Vous savez, quand on parle de créer un précédent, souvenez du maire Coder avec ses toilettes dans le fleuve? Mais on réitère. Ben oui. Vous êtes surpris? Moi, je suis pas surpris du tout. Ce qui se passe, c'est que du côté de la rivière Richelieu, on entrevoit tout simplement déverser, encore une fois, les déchets qui sont en surplus pour faire des réparations. On parle dans ce dossier-là, plus particulièrement, de 20 millions de litres d'eau usée. J'aime bien la proximité avec le monde, là, mais vos toilettes dans mes poissons, je trouve ça pas mal ordinaire. Je ne sais pas quand est-ce que le gouvernement va légiférer là-dessus, mais il serait temps que quelqu'un tranche, parce que de précédent en précédent comme ça, on n'arrêtera pas. Il y a un problème, on flush ça dans le fleuve. Pas très intéressant. Deuxième point d'information qui est très important, on a vécu dans les différents salons, et ça, on le vit régulièrement, du public qui vont voir les éleveurs de chiens et les gens qui font la promotion de chasse aux faisans et qui s'en prennent à l'utilisation de colliers électriques, soi-disant que c'est illégal. Vous aviez raison de penser ça en 2015, avant le mois de novembre. Maintenant, il y a eu des changements au niveau de la loi, puisque le premier projet de loi avait fait passer à interdit, donc une interdiction de l'utilisation des colliers électriques, puisqu'évidemment, il y a des précédents de blessures sur les animaux avec l'utilisation de ces colliers-là. Merci à la FDCP, il y a des tables de concertation qui se sont faites. On a trouvé les moyens de réintroduire l'utilisation du collier électrique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'obligation de formation, mais bref, ce que vous devez savoir sur le plan légal, c'est qu'en date de novembre 2015, le guide, si vous voulez vous procurer sur le site du MAPAC, le guide d'application au niveau de la réglementation sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats, on voit très bien que le statut de notre fameux collier électrique qui était passé à interdit est maintenant dans le tableau type de collier non recommandé. Et n'est plus interdit. Non recommandé, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est recommandé parce que c'est pas tout le monde qui sait s'en servir correctement. Et des exceptions, il va toujours y en avoir. Sur ce, on s'en va directement rejoindre Suzanne Nature qui nous parle de trilles. Ah bien, Suzanne, toi, quand le printemps arrive comme ça, tu fleuris, t'es comme les plantes, et tu m'appelles qu'on aille se promener en sentier. C'est sûr. Il y a tellement de choses là, qui méritent notre attention. D'ailleurs, on va se diriger vers une plante. Je suis pas mal certain qu'elle ne passe pas inaperçue parce que la fleur est d'une couleur pourpre vraiment éclatante. Oh, on la reconnaît presque tous en forêt. On ne sait pas tous qu'est-ce qu'elle est, mais très visible de par la couleur de sa fleur. Oui, alors... La plante s'appelle le trille rouge, le trille dressé. Donc, on voit ici, ce sont les pétales, 3 pétales d'un beau rouge pourpre. En dessous, ce ne sont pas des pétales, mais des sépales. Oui. Et puis, la plante comme telle, elle est entourée de 3 grosses feuilles de forme, un peu comme une forme de cœur pointu au bout.
Et puis, ils sont tous réunis ensemble. On appelle ça un verticille. Donc, c'est 3 sur le même axe. Puis, on voit la petite hampe florale ici. Puis, la tige est en dessous de la plante, très, très longue. Donc, c'est une plante qui peut mesurer de 20 à 45 cm. Le diamètre de la fleur, 5 à 7 environ. Puis, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette fleur-là, si je froisse légèrement, celle-là commence à être un petit peu avancée dans la maturation. Si je froisse la feuille, elle a une odeur, on dit une odeur de chien mouillé, c'est pas le fun, hein? Une odeur nauséabonde, un peu l'odeur, je te dirais, de viande qui est en décomposition. Et chose intéressante à savoir, c'est que cette odeur-là n'est pas là pour rien. Elle attire son pollinisateur de prédilection, qui est la mouche à viande. Ah oui, ça va de soi. Là, j'ai essayé de voir quel pollinisateur est intéressé par une odeur de vieille viande. Puis, tu vois, souvent, on entend les gens parler. Les gens en ont ramassé en sous-bois, les rentrent dans la maison, et le lendemain, ça ressort par la fenêtre parce que ça sent le marécage dans la maison le lendemain. Ah, ça sent vraiment pas bon. Puis c'est vraiment pas une habitude à prendre parce que cette plante-là, son taux de maturation, c'est très, très long. Avant qu'on en arrive à avoir une fleur, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. C'est énorme. On dit souvent que les jeunes pousses sont bonnes à manger, mais moi, je dis aux gens d'éviter de les cueillir justement du fait que la maturation est très, très lente. C'est une plante qu'on peut retrouver jusqu'au 49e parallèle, mais on n'en a pas vraiment du côté du Grand Nord. Donc, on la retrouve plutôt dans les érablières, tout type d'érablières confondues, les forêts mixtes. Donc, c'est une plante qui est facilement reconnaissable. Et à l'automne, elle va donner un beau fruit. Alors, au bout de la plante, on voit le fruit qui est assez commun. Puis, la plante se reproduit surtout avec des rhizomes. Donc, dans le sol, c'est comme des grandes racines. Oui. Et la plante va pouvoir produire une nouvelle tige, une nouvelle plante à partir du rhizome. Mais ça prend un temps considérable. Alors, on se trouve chanceux d'en avoir, mais il faut vraiment éviter de les prendre. On dit que cette plante-là peut posséder certaines caractéristiques médicinales, mais moi, je conseille aux gens de ne pas ni utiliser le rhizome, ni utiliser les fruits qui ne sont pas du tout comestibles. Donc, la regarder simplement pour le plaisir. C'est une plante qu'on observe. Oui, effectivement. Il y a des plantes, des autres trilles qui lui ressemblent, mais dont la fleur est différente. Puis ce que j'aimerais ajouter sur cette plante-là, c'est que plus on s'en va au sud, plus on rencontre des anomalies. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une couleur d'un beau pourpre, on peut se ramasser avec des trilles rouges qui sont rendues jaunes ou blanches, ou qui ont pâli, ou qui sont des fois bicolores. Donc, c'est des caractéristiques qu'on rencontre là, quand on s'en va plus au sud de son aire de distribution. C'est une adaptation de l'espèce? Bien, en fait, c'est ce qu'on a constaté. Est-ce que le fait très scientifique, je ne le connais pas dans l'immédiat, mais c'est vrai qu'on a constaté que la coloration change. Là, très intéressant. Oui. Et on va aller voir une autre plante qui lui ressemble, qu'on appelle... nous as pointé justement le tri ondulé, qui voisine le tri rouge comme ça. Donc, juste à côté, on va voir une plante qui lui ressemble, un peu plus petite de dimension. Mais une chose intéressante à savoir, c'est qu'on ne l'appelle pas le tri ondulé pour rien. Oui. Parce que les pétales blanches sont tout ondulés sur le pourtour ici. Et au centre, on voit que ça forme vraiment un beau petit V de couleur pourpre. Donc, 3 pétales blanches ondulées, les sépales en dessous, les feuilles qui sont de volume un peu plus petit que le tri rouge qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la même façon de fonctionner pour son mode de reproduction avec les rhizomes. Puis cette espèce-là, on va la retrouver là, toujours dans les forêts mixtes ou encore dans les érablières. Son aire de distribution, ça va être plus vers l'Outaouais. Donc, on en retrouve au Québec naturellement, là, mais ils n'ont pas toujours la même aire de distribution. Donc, il y a différents tris. On en a d'autres, comme le tri blanc qui lui ressemble, mais on ne verrait pas la partie mauve ou rosacée à l'intérieur. Puis, les feuilles sont un petit peu plus larges et les pétales de fleurs blanches sont beaucoup plus volumineuses. Donc, c'est des espèces qu'on peut rencontrer facilement en période printanière. Puis la floraison, c'est vraiment au début mai. Donc, le mois de mai jusqu'à la fin mai. Mais ça ne dure pas très longtemps. Ensuite, on tombe du côté du fruit pour la reproduction
parsemé. Exactement. Chose qui est à retenir aussi, des histoires d'horreur au niveau des gens qui veulent transplanter cette plante-là, les mettre dans leur plate-bande. C'est une mauvaise idée, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Non, c'est à très 90 des chances, ça ne fonctionnera pas. On la laisse là. Et pour situer un petit peu aussi, lorsqu'on parle de reproduction par rhizome, ce que les gens connaissent le plus souvent, c'est le sumac vinaigrier. Oui. Il en sort partout sur le terrain. Donc, le rhizome, c'est vraiment la grande racine qui peut aller ressortir très loin. Oui. Alors, c'est comme ça qu'elle se reproduit. Mais, morale de cette histoire, on l'observe, elle est très belle. On la prend en photo, mais on la laisse sur Tranquille. place. Merci, Suzanne. Bienvenue. Éric Bory, comment ça va? Bien, Martin, et toi? Ça va super bien. Éric, tu m'amènes énormément de fourrure. Je le sais que tu veux parler de la conception, du tannage, etc. Avant ça, j'ai une question pour toi qui connais bien le piégeage. On entend beaucoup parler cette année que la saison a été moyenne. Je veux que tu me parles un peu de ce qui s'est passé. Bien, cette année, tu as remarqué que le climat était très merdique, on va dire, dans les termes exacts. C'était vraiment, et même encore à l'actuel. Hein. Regarde, on a de la neige, là, c'est l'enfer. La trappe, c'est fini ça vient se terminer. Puis même, j'ai encore des amis qui, comment dire, qu'ils n'ont pas pogné de coyote. Ils n'ont pas complété leur saison adéquatement. Rien. Ben, en décembre, on n'avait pas de neige. Il n'y avait pas de tout. neige. Ça a été très tardif. Oui. Ça change beaucoup de choses pour la trappe, ça? Exactement ça. Puis regarde, même la rivière Chaudière, elle n'est même pas gelée. Oui, c'est vrai. Puis il y a eu même une inondation à Beauceville, tout le kit, c'est vraiment l'enfer. Et puis le climat joue beaucoup sur les animaux, que ce soit les cervidés, que ce soit nos coyotes, le renard, tout ce que tu veux, mais ça joue beaucoup, autant aussi au niveau de la pêche. Donc, on a raison de dire que cette saison-là était plutôt médiocre, puis il y a des raisons à ça. C'est pas parce que cette année, on était moins bon à la trappe ou quoi que ce soit. Le climat n'était pas au rendez-vous. Oui. Par contre, pour les lièvres, ça leur a joué tout un tour à l'automne dernier. Ben oui. C'était blanc, c'était brun partout. Boum. Ça, c'est le fun, ça. On embarque dans les fourrures. Je dois dire, avant même de parler des différentes fourrures qu'il y a là, que tu tiens en boutique énormément de fourrures. Hein. Ce ne sont pas toutes des fourrures qui sont faites pour des clients. Tu emmagasines beaucoup de fourrures et on peut aller en acheter chez toi. Exactement ça. J'en achète à des trappeurs. Oui. S'ils attrapent des coyotes ou des affaires. Mais j'en ai beaucoup dans la boutique de loups, de toutes sortes de choses, même de l'ours polaire, et du renard d'élevage. Je maintiens beaucoup de fourrures. N'importe qui embarque dans la nouvelle mode de mettre de la fourrure Exactement sur les coussins de divan dans la décoration. Même juste une peau après un mur, aujourd'hui, c'est rendu que ça remplace certains cadres dans les nouveaux genres de décoration. On va trouver ce qu'il veut chez vous. Oui. Je veux que tu me parles un peu des pots que tu m'as emmenés. Il y en a deux qui me surprennent en particulier. Je te laisse deviner lesquels. Les extrémités. Sur le bout, très étonnant de voir ça, un carcajou. Un carcajou qui vient du nord-ouest, là. Il est vraiment magnifique, ce carcajou-là, c'est incroyable. Puis l'avantage dans le carcajou, c'est que ici, tu vois, le blanc, là, on appelle ça le diamant. Oui, bien la forme, là, vraiment, ce qu'on appelle la morphologie, si on veut, de sa couleur. Exact. Et le carcajou, il a 5-6 poils différents dans les sens différents. Et lui, plus il est blanc, plus la vaut est plus cher. Plus que ça vaut cher. Ça vaut cher. Bien, déjà, de voir un carcajou, moi, c'est la première fois que je m'approche si près que ça de quelque chose qui sort d'un carcajou. T'as remarqué une chose? Regarde les griffes que ça. Les griffes qu'il y a après ça, là. Tu m'étonnes qu'il repousse toutes les grizzlies, les ours bruns, puis c'est incroyable. La cacasse l'orignal, c'est à moi, c'est pas à lui. Non? Fais-tu des baguettes pour se gratter le dos avec ça après? Presque, oui. Ça serait un peu sadomaso, je te dirais. Oui, je pense que ça a l'air pas mal. Écoute, tu as autant de peaux sauvages que tu as des peaux d'élevage. L'exemple, j'en ai quelques-unes qui viennent de chez toi. Exactement ça. Renard argenté comme ça. Renard argenté qui vient d'élevage, qui est magnifique. Ce qui est impressionnant à voir là, en termes de comparaison, là, c'est la queue d'un renard d'élevage. Lui, ici, c'est un sauvage, mais il était bien grillé, mettons. Oui, mais généralement, ils sont plus chétifs que ça. Pour un petit mâle, il était bien grillé. Tu remarqueras que dans le renard sauvage, le renard roux, plus il est blanc, plus c'est un vieux renard. Ah oui? Oui, un jeune renard. Ils sont comme nous autres, ils blanchissent. Exactement ça. Ben, nous autres, c'est sa tête, puis lui, c'est pas où est-ce qu'on voudrait. C'est correct. Ça. Renard sauvage, celui-là. Oui, renard sauvage. La coloration du renard roux sauvage est très différente du renard d'élevage sauvage. Mais là, tu m'as dit que c'est un hybride, celui-là. Non, c'est un croisé. C'est un croisé. C'est entre le renard roux et le renard argenté qui te donne un renard croisé. Qui vient d'élevage aussi, qui est magnifique. Le niveau couleur, moi, j'adore ça. Mais le seul endroit qu'on peut les trouver, c'est l'île Anticosti. OK. Ben oui, c'est vrai, on les voit. On les voit, des fois, sont carrément séparés moitié-moitié. Exact.
Coyote. Coyote? Notre Fogbo. C'est moins beau dans le bois, mais rendu en pot comme ça peut être très intéressant. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette texture du coyote, surtout de cette couleur-là. Tu savais qu'au Québec, il y en a plus de 19 sous-espèces de coyotes? 19 sous-espèces de coyotes? Ça veut dire que tu as des colorations qui sont totalement différentes de la nôtre? Complètement différentes. Et je l'ai appris par un biologiste, il y a 19 sous-espèces de coyotes. Là, je vais me dépêcher à s'en aller sur celle-là parce que j'ai des questions pour toi après. Puis tu sais que c'est la peau qui m'a fait comme... Oh, attends une minute, là. Il vient de où, ce loup-là? Mais il vient du même endroit qu'au-dessus de Winnipeg. C'est un loup. Il faut vraiment aller chasser dans ces secteurs-là. Hein, t'as vu la coloration de ce loup-là? Il est magnifique. La qualité de la fourrure, la coloration, c'est débile. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment débile. Regarde, je l'ai tanné, puis regarde, c'est c'est là-dessus que je vais m'en aller. Tu me parles de souplesse. On a déjà parlé que tu avais amélioré tes techniques. Tout à fait. Il nous reste une minute. Je veux voir un petit peu comment ça se passe puis comment on doit t'amener les animaux. D'abord, mon animal, là, pour que j'aie le meilleur tannage possible, je te l'amène comment? Ben, tu me l'amènes ou rond si tu ne sais pas le plumer. Oui. Ou si tu le plumes, tu le plumes. Et si tu ne veux pas le dégraisser, tu me l'amènes dégraissé. Mais je préfère avoir les peaux fraîches, pas séchées. Parce que sur une peau séchée, tu en as 10 qui vont réagir, il y en a 2 qui ne vont pas y réagir. Puis il y en a 2 qui peuvent être scrap complètement. Ils deviennent durs. Surtout le castor. C'est l'enfer, le castor. Oui. Des peaux comme ça, des peaux de phoque, comme tu as amené, c'est le meilleur exemple. Ça serait facile à briser, à rendre cartonné. On les voit toujours cartonnés. Avec tes nouveaux principes de tannage, ça donne quelque chose qui est très, très, très souple. Tout à fait. Tu as changé tes techniques. Tu es capable de nous livrer des peaux comme ça. On te les amène le plus frais possible. Puis, tu as regardé le chevreuil? Oui. Il est où le chevreuil? Il est là. Rapidement. Regarde. C'est l'exemple parfait. C'est presque une doudou. C'est presque une doudou. Chevreuil d'Anticosti. Oui, exactement ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment doux. C'est de la babiche, mais vraiment... C'est exactement ça. On pourrait faire de la babiche, si tu veux. On pourrait faire des mocassins avec. Éric, on va chez vous pour aller voir les fourrures, évidemment, qui sont disponibles pour apporter nos animaux. Je te remercie. Ça passe très, très vite. Il faut que tu reviennes plus souvent, toi, là. Yes, promis. Reste là. De toute façon, je veux te parler un petit peu de peau encore. Nous, on s'en va à la pause. Au retour, on parle de pêche avec les gens de la CEPAC. Vous l'avez sûrement remarqué dans les dernières années, la CEPAC a énormément dynamisé son offre de pêche. Mathieu Terrien en studio avec moi. Comment ça va, toi? Ça va, Martin, toi? Ça va super bien. Je voulais t'en parler. C'est vrai, si on regarde ça, vous avez énormément simplifié d'abord votre offre de pêche et vous l'avez rendue très accessible. Oui, bon, on est à l'écoute de la clientèle à la CEPAC. On a fait des sondages, donc c'est vraiment d'ajuster le rapport qualité-prix. C'est ce qu'on a fait. Pour faire un petit résumé de la CEPAC, pour ceux qui ne connaissent pas, la CEPAC, c'est 20 destinations de pêche. On est présent partout au Québec. On pêche 13 000 lacs de pêche. 13 000, quand même. Exactement. Et on peut y capturer 12 espèces de poissons différents. Attends, 12 espèces de poissons, la CEPAC? Oui. Ça te dérange si je t'enligne une coupe de colle? Non, vas-y. Les petites questions qu'on entend des fois qui sont croustillantes. Première des choses, le doré. On n'en voit pas à la CEPAC. Il n'y en a pas, il n'y a pas de doré. Pourtant, il y en a. On entend parler beaucoup de truites mouchetées. Évidemment. Bon, c'est sûr, c'est l'espèce préférée des Québécois. C'est l'espèce la plus populaire. On en capture 650 000 par année. Par contre, en deuxième place, c'est le doré chez nous. En deuxième place? En deuxième place, c'est 200 000 dorés qu'on capture annuellement dans le réseau de la CEPAC. Écoute donc. Deuxième petite question, tu t'en tires bien, mais essayer d'en trouver des plus crunchantes que ça. Ça coûte cher, les forfaits à la CEPAC. Bien, comme je te le disais tantôt, tout est une question de rapport qualité-prix. On a ajusté notre offre. Juste pour te donner un exemple, là, les tarifs de pêche en chalet, en hébergement chalet à la CEPAC, ça commence à 55 $ par jour par personne. Ça va jusqu'à 123. Donc, dépendamment de ce qu'on veut, c'est sûr qu'on va trouver un séjour au prix que les gens veulent payer, avec les services qu'ils veulent. C'est très vaste comme offre de produits. Puis comme je te disais tantôt, on est partout. On offre toutes les sortes d'espèces de poissons. Il y a moyen d'y trouver son compte. Et il y a plusieurs astuces économiques aussi. La troisième journée est à 20 % de rabais. La troisième et les autres qui suivent par la suite. Il y a moyen de payer moins cher aussi si on vient en semaine, en basse saison. Juillet, août, c'est beaucoup moins cher. On parlait du doré, juillet, août, c'est très bon. C'est très bon le doré. Les gens qui ont des
les embarcations personnelles, il y a plusieurs endroits où vous pouvez apporter vos embarcations. C'est un 10 additionnel. Il y a le forfait famille aussi qui est très populaire. C'est un grand succès à la CEPAC. Le forfait famille, c'est le forfait le plus abordable, je pense, que dans l'industrie de la pêche présentement. Les chalets dans lesquels on est ensemble, les chalets économiques. Chalet modique, bien oui, c'est 30 de rabais, ça aussi. La pêche à la journée, ça existe encore? Oui, ça existe encore. C'est des belles options, ça. C'est des belles options, c'est abordable, c'est des beaux produits d'entrée aussi pour des gens qui ne veulent pas se ruiner pour venir en vacances. On a ça, nous, à la CEPAC. OK, alors, petite colle, 2 en 2. Il n'y a pas de place. On veut réserver, il n'y a pas de place. C'est sûr qu'il y a des périodes où c'est très populaire. La pêche à la truite mouchetée, par exemple, au mois de juin, c'est dur d'avoir des fins de semaine pour cette année. Là. Il en reste encore, là, mais c'est plus dur. Par contre, le mois de mai, il y a de la place cette année. On a tellement eu des hivers rudes les 2 dernières années. Le printemps s'est fait très tardif lors des dernières années. Et les gens ont un peu peur. Par contre, cette année, ça risque d'être un printemps formidable. Moi, je suis un pêcheur, puis j'ai hâte que ça fonde. Ça va fondre plus rapidement cette année. Donc, c'est ça. Il y a des forfaits, juillet, août. On adapte aussi nos plans de pêche. On s'en est déjà parlé. Il y a tellement de lacs à la CEPAC qu'on peut se permettre d'en fermer quelques-uns, d'en ouvrir d'autres, puis de distribuer notre offre de pêche de façon équitable. Puis de cette façon-là, les gens ont une belle qualité tout au long de l'année. Donc, c'est pas gênant de venir au mois de juillet, août, puis il y a de la place. C'est possible d'avoir des fins de semaine. Donc, on invite les gens. Les gens peuvent nous appeler s'ils veulent avoir des renseignements très précis. On a des experts pêche au bout de la ligne, au téléphone. Et aussi sur le site web, il y a énormément d'informations. On va être présent aussi au salon Expert Chasse et Pêche. Exposité. Exposité du 10 au 13 mars. Je suis là, moi aussi. Tu vas être là, je devrais être là aussi. On va avoir une vingtaine d'experts pêche pour répondre aux questions, rencontrer les clients. Donc, on aime ça, ce contact-là avec les clients, un contact direct. Au mois de mars, on est à Québec. Tu as répondu quasiment à ma dernière automatiquement. J'allais dire la dernière, après ça, je te laisse tranquille. On trouvait par le passé que c'était compliqué réserver à la CEPAC. Tu as énuméré quelques réseaux par lesquels on peut vous contacter facilement. C'est très simple. On a éliminé les blocs de séjour pour que les gens puissent rentrer et sortir quand ils veulent. Les tirages? Les tirages au sort ont été abolis, donc ça se fait maintenant par date fixe. C'est facile, on peut réserver. En sortant de notre séjour, on a aimé ça, on réserve tout de suite pour l'année suivante. Donc, c'est plein de petites choses qu'on a mis en place là, pour simplifier la vie de nos clients. OK. Parle-moi de nouveautés un petit peu à CEPAC. Les 2 grosses nouveautés que je peux t'annoncer, là, au niveau du doré, c'est la réserve faunique La Vérandrie. On est au lac Victoria. Il y a des nouveaux chalets modiques. Donc, un super produit là-bas, un emplacement extraordinaire. La pêche est bonne. Donc, c'est tout nouveau. Nouvelle construction, ça commence cette année, 2016. L'autre grande nouveauté du réseau, je pense, pour la pêche, il faut en parler, c'est la réserve faunique des Laurentides qui offre le secteur du lac des Neiges. Oh, c'est prisé, ça. À prix très abordable. C'est un endroit qui était difficilement accessible avant. Un, par son prix, puis 2, par les modalités de réservation. C'est très simple maintenant. C'est une autre chose qui a été simplifiée. Le prix est beaucoup plus abordable. Donc, ça vaut la peine de venir essayer ce secteur-là, qui est un secteur mythique, rempli d'histoire. Donc, c'est magnifique, cet endroit-là. Je t'envoie sur un sprint en 30 secondes. Je veux tes coups de cœur. Quantité, qualité et doré de la CEPAC. Qualité, je te dirais, c'est Port-Cartier, Sept-Îles que j'ai goûté cette année. La belle mouchetée, pas beaucoup de pression de pêche. Ça vaut la peine de visiter l'endroit, même si c'est loin. C'est extraordinaire. Très bonne qualité de pêche pour la grosseur du poisson. Quantité, réserve faunique des Laurentides. Évidemment. Ici, à côté de Québec. Très haut taux de succès. Une très bonne réserve faunique. Doré. On a parlé du doré. Doré pour les gens de Québec. À Chouac-Mouchouane, vraiment une belle qualité de pêche à proximité. Puis les gens de Montréal, on les envoie à la Vérandrie. C'est le royaume du doré là-bas. C'est sûr. On est dans le bon spot, Mathieu. Il faut qu'on se quitte. Je m'en aille à la pause, moi. Merci, je regarde dans le studio de toute façon. On s'en va à la pause. Restez là au retour. Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. On va aller pêcher avec les jeunes sur le bord du lac qui trippent au bout. Restez là. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries conserves artisanales.
Combien de fois on vous parle de relève, comment c'est important, les intervenants nous en parlent, vous le savez. Mais combien de fois on a la chance de le vivre? Eh bien, aujourd'hui, on se rend sur le bord d'un lac du côté de Cité-Joie à Lac-Beauport pour vivre cette expérience-là, l'expérience de la première truite d'un jeune, son visage quand il la ramène, l'excitation. Alors, c'est ce que je vous propose. Moi, c'est ce que je veux vivre aujourd'hui. Feuilleton, comment ça va? Martin Bourgette, bonjour, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Quand je vois des enfants avoir du fun de même sur le bord de l'eau, là, c'est numéro 1. J'ai ça 35 jours par année. C'est ce que j'allais te dire. La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée, toi et ton équipe de bénévoles, parce que tu as beaucoup de bénévoles, vous passez votre été à initier des jeunes comme ça sur le bord de l'eau. Ouais, écoute, nous autres, c'est 34 jours pêche. Okay? Évidemment, il y a plusieurs bénévoles, multipliés au moins par 5. On rencontre 2000 jeunes ici à Lac-Beauport. Ça, c'est la rencontre d'été. L'hiver, avec l'état de pêche que tu connais, oui. On en rencontre à peu près 1200, que ce soit à Québec ou à Montréal. Vous pourrez diviser 600. Alors, ça veut dire que pour nous autres, la pêche, là, c'est 45, 50 jours, vraiment avec les jeunes. Là. À part des autres activités qu'on fait, bien sûr, de salon et de tout ça, c'est normal. Celle-là, particulièrement, cette activité-là s'appelle pêche en herbe. Oui. Donc, c'est un premier contact des jeunes avec le poisson. Exactement. C'est un programme de la Fondation de la Faune. Les jeunes viennent ici, ils ont le droit de pêcher une truite. Ils ont un cours, d'abord, il y a un cours théorique sur la biologie, l'habitat, nourriture, reproduction, blablabla. Surtout, pour moi, sécurité nautique, très important. Après ça, on leur donne les rudiments, comment pêcher. Ils pêchent un poisson, ils vont voir l'anatomie interne quand ils vont aller faire ouvrir leur poisson à ranger. Quand ils repartent, on leur donne des recettes pour pas qu'ils arrivent à la maison puis que... Ça va des poubelles. Voilà. On veut qu'ils profitent de cette denrée-là qui est super intéressante. C'est un très beau volet. Je vais t'annoncer une première fois. OK? Je vais te coacher un petit peu. Regarde bien ce que je fais là. OK? Je me laisse quand même un petit bout. Bon, on a un verre sur le bout de ça. Je vais placer la canne derrière moi. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand cercle au-dessus de moi. Puis quand la canne elle va être rendue ici, je vais lâcher mon pouce dessus. Puis ça, et voilà. Et je tourne un petit peu sur le moulinet pour le rebloquer. Prends ta canne. Puis regarde bien ce qu'on va faire. Ton index ici, ton index par-dessus ça ici. Ce que je fais là, je ramène un petit peu, puis une fois de temps en temps, je donne un petit coup comme ça. Tu vois-tu qu'est-ce que ça fait sur la... Tiens, ta canne plus basse comme ça. OK? Je ramène un petit peu, je donne un petit coup comme ça. Ça va exciter le poisson. Je donne un petit coup comme ça. Ramène un petit peu, donne un petit coup comme ça. Et si tu vois là, que ta flotte, là, elle descend dans l'eau, là, mais je donne un petit coup un petit peu plus fort pour accrocher le poisson. T'as-tu vu, ça vient de bouger juste à côté, là. Il y en a une qui est après. Il y en a une qui est après qui commence à jouer après, là. Fait que ramène pas trop vite, reste dans ce coin-là parce qu'elle est après. Mais ramène quand même une petite affaire. Donne un petit coup. Juste pour l'exciter. As-tu vu? Ça, c'était pas toi qui as fait ça. C'est une truite qui est après, là, tranquillement, pas vite. Là. T'as vu le coup que j'ai donné? Ça, c'est le coup qu'il faut que tu donnes quand ça fait ça. Et c'est ça. Tu l'as-tu? Tu l'as. Ramène. Ramène, tu l'as. Ramène ça. Viens-t'en, on va la prendre quand on va être rendu sur le bord. T'en as une? Oui, je crois. Ramène ça. Ramène encore. Ramène encore. Ramène encore. Hey, tu n'as pogné une belle à part de ça. Regarde ça. Es-tu capable de la prendre dans ta main? Serre quand tu la prends. Regarde bien. Serre tout de suite quand tu la prends comme ça. Tu la prends, prends-la au-dessus de mon pouce, ça va aller mieux en dessous des nageoires, puis serre avec ta main. Parfait. Regarde comment je fais. Je la prends pas loin de la tête, puis je la prends ici comme ça. Fait que là, je peux montrer ma truite à la caméra. Et si elle tombe, là, c'est pas grave, on va la rattraper. Es-tu contente? Yes, truite numéro 1. Quand le poisson veut descendre dans le fond de l'eau, il vide son natatoire rempli d'air. C'est ça. Puis quand il veut monter à la surface, il gonfle sa vessie natatoire. Fait que le poisson peut se promener comme ça. C'est bien, hein? Là, on a changé de place, on est rendu à Cité-Joie. Oui. Très bel endroit. Cette année, depuis plusieurs années, on était à Lac-Beauport, à la Pauvoirie Lac-Beauport. Là, maintenant, on est rendu à Cité-Joie.
Pour nous autres, c'est extraordinaire parce que, d'abord, premièrement, c'est un endroit qui est conçu pour les jeunes qui viennent prendre du repos en difficulté, handicapés. Et ils se reçoivent aussi des groupes scolaires parce qu'ils ont beaucoup d'activités. Il y a une mini-ferme, il y a un centre d'interprétation, il y a plein de choses. Alors, pour nous autres, c'est des jeunes mêlés avec des jeunes. La clientèle va bien. Les installations, c'est fait pour ça. On a des endroits pour les autobus scolaires. On a le centre d'interprétation pour donner nos cours. Les élèves sont assis sur des chaises. On a des endroits pour remiser tous nos équipements. C'est un endroit qui, je dois t'avouer, est au-delà de mes rêves les plus fous. Il faut se dire que Cité Joie étant déjà un endroit qui offre du répit aux familles qui ont des enfants en difficulté, ça en fait un endroit qui est déjà, on va dire, child-proof, qui est déjà sécurisé pour les enfants. Alors pour toi, c'est un rêve, mais c'est un endroit qui est hyper sécuritaire pour amener ces jeunes-là alentour de ce qui est quand même un plan d'eau. Tu l'as dit tout à l'heure, la sécurité nautique, la sécurité des lieux est importante. Ici, on l'a. On m'a filmé. C'est la canne à pêche chanceuse, celle-là. Regarde bien ce que je fais. La truite, là, je la prends vite puis je chaque. Comme ça, là, ça se promène pas d'un bord à l'autre. Et regarde, tu l'as très, très bien ferré parce qu'elle est prise juste sur le bord de la bouche. Fait qu'on va pouvoir la déprendre directement de là. On n'aura pas besoin des pinces. Et voilà. Tu veux y toucher? Commence par y toucher. C'est pas si pire que ça. C'est pas pire qu'une barre de savon. OK? Et comme une barre de savon, après ça, on se rince les mains avec de l'eau puis c'est terminé. Ça gigote juste un peu. Si ça se met à gigoter, laisse-la tomber à terre, il n'y a pas de problème, on va la ramasser. Es-tu contente? Premier poisson, c'est-tu ton premier poisson que tu prends de ta vie? Ouais, je pense. Ben, ça en prend un premier. Génial! Là, je reviens sur tes bénévoles. Ah, mon Dieu. Parce que moi, je vois des enfants sur le bord du lac avec le gros sourire, mais des fois, je me demande si c'est le bénévole qui s'occupe du jeune ou le jeune qui a le plus gros sourire. Les bénévoles, Martin, ça, c'était une inquiétude au début quand on a commencé. On a commencé beaucoup plus petit, on n'avait pas 2000, mais on disait, on va-tu toujours avoir du monde? On a toujours eu du monde. On a des gens qui viennent depuis la première année. On a un monsieur qui a 85 ans, notre bénévole, notre plus vieux bénévole. Il vient presque à tous les jours. Il est en résidence avec sa madame. Il part, il va en bas, il se fait faire des sandwichs, il s'en vient avec nous autres. Et les gens sont pris là-dedans. Puis la plus belle preuve est devant moi. Tu t'es fait prendre tout à l'heure, toi aussi. Tu es allé sur le bord du lac, tu as commencé à prendre une canne à pêche, tu fais pêcher un, tu fais pêcher l'autre. Tu t'es amusé comme un petit fou. Alors, c'est ça que nos bénévoles font ici. Et le recrutement, il se fait bien. Ah oui. Hey, super! Hein, t'es capable, hein? Prends-le dans tes mains. Ah ouais, t'es capable. Bien fort. Tiens-le bien fort. OK. Tu l'as une. Super. Voilà. T'as senti? T'as senti, non? Oui! Bon! Regarde comment est-ce qu'elle l'a envalé. Vois-tu, là? On l'a pas pris sur le bord, on a pris au fond. Elle avait faim, elle a rentré dedans, comme je disais. Là, t'apprends, elle saigne un peu, mais c'est pas grave, tu te laves les mains après. Bon. Non, serre-la. Sa tête! C'est une belle truite, ça, là, regarde. Mets-la moi aussi. Prends-la avec tes mains, mets tes mains dessus, puis serre-la, là. Serre. Ça va fort. OK. 2 mains! Bravo, bravo!
J'allais te remercier pour l'entrevue. Je vais plutôt te remercier pour ce que tu crées comme opportunité, toi et ton équipe de bénévoles, pour nos jeunes. On en a besoin de cette relève-là. Tu le sais, on a beaucoup la problématique d'adhérence au système informatique, aux tablettes, etc. Moi, je suis père de famille. Le 4e s'en vient. Quand je vois ça, là, je veux dire merci au gars qui est en avant de moi et à son équipe de bénévoles pour amener ces jeunes-là sur le bord de l'eau, leur faire avoir ce premier moment de plaisir-là. Toi, Feuilleton, une belle mission que tu as là. Merci. Bel accomplissement. Merci. Oh, Andy, let's go! Vous savez, C'est bon. Tire! T'en as un? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai. Non, je l'ai pas. Oh, ça tire, là. T'as pensé pas de l'avoir, tu l'avais. Oui! C'est vraiment stressant, cette affaire-là. Oh, non! Oui, es-tu droitière ou gauchère? Droitière. T'es mieux de prendre cette main-là pour appuyer sur le bouton, puis de tenir ta canne dans le bas comme ça ici. Fait que, appuie sur le bouton, mais maintiens-le enfoncé. Puis là, donne un swing. Puis quand tu vas être rendu en avant, c'est là que tu lâches le bouton. Vas-y. Exactement. Ça, c'est un très beau tir. Puis là, tu donnes un petit coup là-dessus. Oups, ça vient de rebloquer ton moulinet. Amène-nous ça. Amène-nous ça. As-tu déjà pris une truite? Non. OK. La meilleure façon de le faire, là, c'est le plus rapidement possible, puis tu serres. Comme ça bouge plus. Il y a un caca sur vous, monsieur. Pas grave, c'est normal. Je suis comblé. Très, très belle journée, très belle initiative que cette initiative de pêche en herbe, rendue possible par des partenaires, parce qu'on n'aurait pas ça s'il n'y aurait pas des partenaires pour soutenir toute cette organisation-là. La Fondation de la Faune, évidemment. Évidemment, la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée qui est derrière toute cette organisation-là. Cité Joie. Et pour déplacer les bénévoles sur place, mais même CF Moto qui prête un véhicule. Alors, tous ces enfants-là peuvent pêcher et prendre leur première truite grâce à tous ces gens-là. Génial. Oh, hey, félicitations. On a poigné 2 sortes de truites, la mouchetée et l'arc-en-ciel. Elle a pêché un bébé. Petite truite. Elle a tout fait ça toute seule. Oui, toute seule. Oh, c'est mignon. Elle respire. On va y la mettre dans la glacière. Là, j'ai une gang d'enfants qui sont heureux d'avoir pogné des poissons. Juliane? Ouais. T'en as attrapé? Ouais. Est-ce que tu vas revenir à la pêche? C'est sûr, j'aime tellement ça, c'est super le fun. Tu n'as pogné combien? Tu n'as pogné un? Un. La majorité avait le temps d'en pogner un. Qui a attrapé du poisson? Moi! Avez-vous aimé ça? Oui! Allez-vous revenir? Oui! Mission accomplie. Formons les pêcheurs de demain avec le programme Pêche en herbe de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. Vous aurez compris que ce reportage-là, c'est la dernière fois qu'on a eu la chance de tourner avec Claude Feuilleton. Évidemment, on vous l'a diffusé avec la permission de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. Ce que je vous dirais, c'est souvenez-vous de cet homme-là comme un grand homme au niveau de la relève. Et éventuellement, vous allez voir, on va vous rendre disponible cette vidéo-là sur la chaîne YouTube, évidemment, de Loisirs Chasse et Pêche, de façon à ce que vous puissiez aller le récupérer et le garder en archive si le cœur vous en dit, parce que moi, c'est ce que je vais faire avec cette vidéo-là, le garder, pour me souvenir de mémoire de ce grand homme-là. Et justement, je vais embarquer dans un sujet dans lequel Claude aurait probablement embarqué à 2 pieds, aurait défendu les raisons pour lesquelles on ne veut pas embarquer dans ce qui s'est passé. Par exemple, en fin de semaine, sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus particulièrement. Et là, je ne prendrai pas cet exemple-là en nommant ce qui s'est passé particulièrement, mais voici. Il y a souvent dans l'industrie des litiges qui explosent sur le plan commercial entre 2 compagnies, 2 individus, 2 personnalités du milieu. Et malheureusement, il arrive souvent que les fan clubs de ces individus-là ou de ces différentes compagnies-là vont embarquer dans ces discussions-là et ça va déferler de manière virulente. Et là, faites attention. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut comprendre. Si vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes de la relève qui nous suivent, les personnalités du milieu, moi comme animateur, vous vous trompez. Ils sont beaucoup à nous envoyer des messages, à nous suivre sur nos différents Facebook. Et allez pas croire que ces jeunes-là ne voient pas ce qui se passe. Lorsqu'on embarque toute la gang à se tirer des roches pour la tête, mais je vous demande quel genre de message on veut envoyer à cette relève-là.
Je vous dis, je ne prends pas parti dans aucun litige qui peut prendre place sur les différents réseaux sociaux. Là où je prends parti, c'est à vous dire à vous, comme chasseurs et pêcheurs, que la responsabilité de l'enseignement et de l'exemple qu'on donne à la relève m'appartient et vous appartient. Faites donc attention à ça. Je me retourne du côté de mon sentier chasse et pêche. Cette semaine, l'article que j'ai choisi est celui de Louis Turbide qui s'est rendu à l'île d'Anticosti. Évidemment, le rêve de plusieurs chasseurs. Lui, par contre, était dans un secteur que je connais moins. Il était dans le secteur Vauréal, qui est plus au nord de l'île. Très beau périple, très beau succès aussi, très beau voyage. Et Louis, il va en explication un peu de tout ce qui peut se passer sur l'île, de quelle façon le gibier agit là-bas. D'emblée, il nous présente entre autres la nouvelle auberge qui a été reconstruite du côté de l'île. Comment ça fonctionne aussi, les plans américains, parce qu'on va souvent en plan européen à l'île, mais il y a aussi de très beaux plans américains qui sont super intéressants. Du moins, moi, ce que je vous dis, c'est prenez la peine de le lire, ça va peut-être vous donner le goût de changer de plan la prochaine fois et d'aller dans un petit peu plus confort. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Monsieur Guy-Paul, des Amants de la Nature, comment ça va? Ça va bien, moi, Martin. Ça va très bien. Je te vois arriver avec tes arbalètes, puis ça me fait sourire un peu parce que je sais que les arbalètes chez vous, à la boutique, c'est vraiment ton dada à toi. C'est toi qui s'occupe de ça. Oui, ça, Martin, c'est ma passion, ça, les arbalètes au magasin. Quand le client arrive, je vais lui expliquer comme il faut. Je vais prendre soin de savoir qu'est-ce qu'il veut à peu près. Je vais y offrir vraiment ce qu'il veut. Je vais lui faire essayer. Je les ajuste. Parce que un corridor de tir, ça, c'est important à dire. Oui, fait que les gens qui viennent au magasin, je vais lui faire essayer avant qu'ils l'achètent pour être sûr de leur coup. Puis s'il décide de l'acheter, elle va être ajustée quand il va partir, tout va être prêt. Fait qu'ils n'auront plus besoin de casser la tête. Ça veut dire que tu montes avec le client dans le corridor de tir, puis tu l'ajustes avec le client? Oui, avec le client. En même temps, il apprend comment ajuster son arbalète puis l'utiliser. C'est ça, on lui explique comme il faut pour faire parce qu'il se blesse. Il va tout expliquer ça de A à Z. Fait que quand il va partir, il va être en sécurité. Puis son arbalète va être prête pour la chasse. Mais ça, c'est un gros point. Mais moi, le premier, là, les arbalètes, je vais t'avouer, c'est quelque chose qui me rend insécure avec les histoires qu'on a entendues là-dessus. Et quand tu t'aventures dans le magasinage d'un arbalète seul, et que tu n'as pas quelqu'un comme toi pour me guider, qui connaît ça, qui va me dire comment bien l'entretenir pour rien qui arrive, ça peut être fréquent un peu. Ce type de service-là, c'est super apprécié. Puis le client aussi doit beaucoup mieux profiter de son arbalète pendant plus longtemps. C'est ça. C'est ça. La sécurité, c'est très important. Fait que quand il va partir, il va être en sécurité. Tu vois, Martin, ce soir, je t'ai emmené 2 modèles. C'est pas des modèles qu'on connaît, ça, là? Non, c'est des nouveaux modèles. J'essaie toujours de trouver des modèles d'arbalètes assez abordables, mais qui ont quand même de la performance, OK? Fait que souvent, je vais chercher. J'ai réussi à trouver comme ça, vois-tu, là, le modèle. Ça, c'est des nouveaux modèles Centerpoint, OK? Oui. C'est fait par Crossman, OK? OK. Qu'on connaît mieux. On connaît mieux le nom de Crossman. Centerpoint, moi, je l'avais jamais entendu, là. C'est ça. Fait que ici, tu as le modèle Sniper, 370. Ça, c'est 370 pieds secondes. Le modèle Tormentor, ici, 370 pieds secondes aussi. Le tourmenteur. Oui, c'est ça. La façon qu'ils sont fabriqués, vois-tu, comme celui-là, tu vas avoir 110 livres de force de frappe. Oui. Ça, la force de frappe, c'est quand ta flèche elle frappe dans ton gibier. Vraiment l'impact au niveau du gibier. C'est ça qui est important. OK? Quand même, tu peux avoir beaucoup de vitesse. C'est sûr que quand tu as de la vitesse, tu vas avoir plus de force de frappe la plupart du temps. Mais c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Puis celui-là, ici, vois-tu, on a 120 livres de force de frappe. Ce que je remarque rapidement, excuse-moi, tu t'as pris la peine de la craquer, celle-là. Inquiétez-vous pas, l'anti-tir à vide est dessus, le camp de sécurité est dessus. Oui. C'est vraiment pas large. Là. 14 vraiment pouces, pas Martin. large. 14 pouces. Armé comme ça. Fait que tu vois-tu, souvent, quand on est dans le cache, on n'a pas nos fenêtres, sont pas trop grandes. Fait qu'avec ça, vois-tu, ça prend pratiquement pas de place. Même en voyageant dans le bois, là, ça en fait quelque chose qui est pas large puis qui accroche pas partout. Là. À la limite, c'est les flèches qui dépassent le plus. C'est ça. Quand je te disais, Martin, que je fais des tests souvent aussi, moi, au magasin, quand j'arrive avec un nouveau modèle, je fais des tests. Celui-là, j'ai dit comment j'ai je l'ai tiré avec 500. 500 flèches? 500 flèches, je l'ai tiré avec cette arbalète-là. C'est plus des tests, là, tu fais du fun. Ouais, mais s'il y a un bris à arriver, il va se passer quelque chose. Ça ne brise pas, ça, ils sont très, très bien faits. Puis il y a beaucoup de puissance, puis c'est précis, vraiment, vraiment précis. Puis ça, Martin, c'est un modèle en bas de 500 $. En bas de 500? Oui. Puis regarde ici. Crosse ajustable. Oh, spécification. Ça, c'est le fun. Ça, tu peux prendre une femme, va être capable de tirer avec. Les hommes un peu plus grands, tu as de l'ajustement partout. OK? Télescope lumineux, 3 flèches, ça vient tout équipé au complet.
vraiment, vraiment pas cher. Les branches sont pas trop larges, quand même assez intéressant. Ouais. Les conseils du pro sont inclus là-dedans. Ça, c'est le fun. Ce modèle, tu veux le montrer, comment c'est pas large, Martin? Bien, d'un, c'est vraiment pas large. Oui. De deux, j'adore l'ergonomie de celle-là. Première des choses qu'on va remarquer rapidement, c'est que quand je la prends de côté, ici, je la soulève, j'ai une bonne mainmise ici. Oui, J'ai une bonne poignée ici. Mais moi, ce qui m'a surpris et qui est super intéressant, soit moi, je suis pas tout à fait confortable où est-ce qu'elle est là. Mais si on la revire de bord, le principe de Picatraining qu'on connaît sur les télescopes est présent aussi. Donc, je peux ajuster. Oui, beaucoup d'ajustements sur celle-là aussi. Donc, la main sous l'arbalète ici pour être plus confortable. Fait que ça vient équipé, comme le Martin, 3 flèches, très légère. Combien? À peu près 7 livres. C'est assez léger. Ah, tu vois, moi, il faudrait que j'avance un petit peu pour avoir vraiment mon appui correctement. Là. Ouais. Et à ce poids-là, c'est le fun parce que la stabilité est quand même facile. Oui. C'est l'attente qu'on peut avoir avec ça. Hein? Beaucoup de puissance, Martin, avec Combien, celle-là? 120 livres de force de frappe. Fait que c'est vraiment pour ça que ça roule 370 pieds secondes. La question sécurité, les deux sont équipés de façon à ce que lorsque, par exemple, on le craquait pas de flèche. Oui. En craquant, Martin, automatiquement, vient embarquer sur la sécurité. Mais est-ce que lorsqu'il n'y a pas de flèche de sécurité, on est capable de... Non, OK, on n'est pas capable de l'enlever. T'as pas de flèche, t'es pas capable de débarrer Parce qu'il y a un système sur lequel la flèche va à côté qui fait que ça désenclenche le système. Donc là, on peut l'enlever. Pas de tir à vide. C'est, je pense, une des choses desquelles on entend le plus parler avec ces armes-là, dans lesquelles on veut avoir ce type de sécurité-là. Hein, si on fait un tir à vide, toujours déchargé avec une flèche, parce que le tir à vide, ça se défait complètement. Ça, Martin, aussi, là, comme je te dis, j'ai tiré beaucoup de flèches avec celle-là, avec 400 flèches. Tout est beau, ça tire très, très bien. C'est silencieux. Vraiment, là... Ça, c'est une arbalète en bas de 600 $, Martin. Tu vois que les prix sont très abordables. Puis là, on va être au salon la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. 10 au 13. 10 au 13, je suis au salon. Centre de foire Exposité. Je vais avoir ce modèle-là. On va avoir des belles promotions aussi, des gens qui veulent venir nous voir. Fait que, ils veulent même venir les voir au magasin. Je les ai présentement, là. OK. C'est au salon, puis on va ajuster les prix en conséquence. Évidemment, au magasin, tu as le couloir de tir. Au salon, on essaie de pas trop faire ça. Il y a pas mal de public, fait que c'est pas une bonne idée. Ça, Martin, ce qui est intéressant aussi, c'est distribué par les agences Gravel ici à Québec. Okay. Fait que toute la... Si jamais il y a avoir un bris, le service se fait à Québec. C'est Martin Gravel ici à Québec qui s'occupe de ça. Exactement. Guy-Paul Thibault, un gros merci. Ça me fait plaisir, Martin. Moi, je repasse te voir en magasin. Tu t'es pas vanté souvent qu'on pouvait tirer au deuxième étage. Tu viendras me voir, on va te faire essayer ça, Martin, ces arbalètes-là. C'est cool, ça. Donc, on se quitte le temps d'une pause. Au retour, Danny Imbeau qui nous parle des nouvelles colorations des cuillères Swissex de la compagnie Éthique. Danny Imbeau, t'es-tu en forme? Ben en forme, Martin, et toi? Super en forme, super. On est dans les salons ces temps-ci, tous les deux. Oui. On n'a pas le choix de se tenir. Hein. On se lève tôt, on est obligé de se coucher tard parce qu'il y a bien de l'ouvrage. Tout à fait. Mais c'est assez agréable. Ben, c'est super le fun. Rencontrer on voit des notre gens, monde, on rencontre, on répond aux questions. Plaisant. C'est très trippant. Absolument. La compagnie Swissex, c'est pas la première fois que tu viens avec ces cuillères-là ici, on va se le dire. On a introduit les produits il y a 2 ans dans le marché. Donc, et puis, écoute, c'est un franc succès. Oui. Et évidemment, on se fait demander des nouveautés, des nouvelles couleurs. Puis les gens disent « Ah, oui, ça fonctionne bien, mais on aimerait avoir tout ça, ça, ça. » Fait que finalement, on aime les nouveautés aussi. J'adore ça. Et alors, cette année, on a introduit des nouvelles couleurs. Ça, c'est le fun. Tu sais qu'au Salon de Montréal et au Salon de Québec, je donne la conférence sur les sens des poissons, comment le poisson tout à fait. perçoit son environnement, sa proie, ses prédateurs, etc. Puis, la Swissex, je m'en sers au niveau vibratoire, au niveau de la vibration. Puis, on parle de la vue, qui est le pire des sens des poissons. Absolument. Vibration et oui, le goût et l'odorat. Puis la vue vient en dernier dans les sens. Hein? Tout à fait. En dernier. Quand tu es capable d'aller chercher un poisson avec une vibration comme celle de la Swissex, la démonstration qu'on en fait dans la conférence, c'est qu'on commence avec une vitesse de traîne qui est très lente. Les truites viennent voir, s'intéressent, mais ils repartent. On accélère notre vitesse de traîne. Très important, notre vitesse de traîne. Très important, Martin. On augmente le cône vibratoire, ça devient strident. La truite, là, quand elle arrive, là, elle voit le dernier sens qu'elle utilise, elle voit l'heure, elle rentre directement dedans. Fait que le côté vibration, la Swissex, assurément, elle l'a. Maintenant, l'attrait au niveau de la visibilité, dépendamment de la qualité de l'eau et du temps qu'il fait dehors, c'est là que tu vas venir jouer une différence avec tes nouveautés. Là. Bien, c'est là, effectivement, que tu vas venir maximiser tes chances de pouvoir attraper ton poisson.
Écoute, ici, on a la chartreuse, la couleur chartreuse. Puis c'est des colorations qui sont connues. Là. La chartreuse, là, les gars qui pêchent dans le fleuve là, connaissent très bien le côté chartreuse. Puis tu sais que c'est la couleur qui a été quand même reconnue comme la plus productive il y a quelques années, je pense, dans la revue Aventure Chasse et Pêche. Où il y a eu des tests qui ont été faits et puis cette couleur-là a été nommée la grande gagnante là, de toutes les couleurs. Bien, ça fait longtemps qu'on utilise la coloration chartreuse aussi. Ça a tout toujours... à fait, Et dans tout le à fait. multi-espèces, on le voit bien dans le bas de la cuillère dans le fun, parce que dépendamment de quelle façon on la place, il y a aussi... Tu vois là, la différence de couleur, là, Ouais, tout dépendant par sa vibration puis la fait tourner, ça donne cette illusion-là au poisson. Ça, c'est génial, génial. On passe rapidement au travers des couleurs. Ouais, Écoute, truite brune. Truite brune, tout à fait. Écoute, ça imite un poisson ou une truite brune, une petite truite brune là, qui est en détresse. Oui. Donc, je vais te parler de rivière, évidemment. Dans les rivières, on parle de la rivière Excellent. Nicolette, mettons. La rivière Nicolette se fait beaucoup à la mouche. Tout à fait. Pour ceux qui vont la faire au lancer léger, les cuillères tournantes comme ça, c'est des cuillères qui sont parfaites pour pêcher en petite rivière. Là. Absolument. Puis on a les grosseurs pour ça. Ben oui, là, ben tu as oui. un numéro 2, mais moi, en rivière, je vais aller plus avec une numéro 0. Bien, qui est tout petit. c'est sur celle-là je m'en allais. Exactement. J'ai même de la misère à prendre la cuillère. Ici, c'est Amago Pink qu'on appelle. La couleur rose est très attractive. On a fait des tests il y a 2 ans sur cette couleur-là. On s'est rendu compte que le poisson, il l'aimait pas mal, comprends-tu? Ça fait que on va s'entendre qu'on reste dans un leurre de surface au niveau de cette coloration-là. Tout à fait. Bien, cette grosseur de leurre-là, ça te permet d'aller dans des endroits où tu ne peux pas aller avec d'eau, puis tu t'en rapproches pas avec ça. Donc, derrière les roches, où il y a des amas d'arbres couchés, où le courant n'est pas trop fort, c'est sûr que je tente ma chance avec ça. Là. Tu peux carrément laisser glisser ta petite cuillère. C'est un lit de rivière de roche, toi. Tu la laisses carrément glisser pour aller chercher l'arrière de la roche que tu veux ou le tas de roche pour la soulever par après. Puis... Et je dirais aux gens, n'enlevez pas le trépied surtout. Non. Parce que ici, c'est notre technique de pêche à nous, mais on n'est pas habitué à pêcher avec un trépied. Mais avec ces leurres-là, laissez le trépied, vous mettez rien dessus. Pas de verre, rien, et vous la lancez à l'eau, puis vous allez voir, c'est surprenant. D'ailleurs, il y a une vidéo, tournez une vidéo là-dessus. C'est ceux qu'on utilise carrément pour la conférence. On voit qu'il n'y a absolument rien sur le trépied, puis la truite vient chercher le leurre. Mais à la limite, je dirais que moi, ce que je perçois au niveau physique, si je viens mettre un verre après le trépied, tu vas changer l'action. Je vais changer l'action, je vais changer la dynamique, qui a été étudiée, qui est très strident comme cône vibratoire, et c'est ce que je veux retenir. Hein. Tu vois l'ergonomie de la façon dont elle a été faite. Exact. Si tu veux mettre un gros traîneau en arrière de ça qui pogne dans le courant, pas... Tu vas changer ton action, puis ton résultat aussi. Même une odeur sur le trépied, mais même pas de verre. Oui, c'est ça, effectivement. Ça va être l'idéal. Les colorations, écoute, je viens de celle que je prenais ici pour décrire un petit peu comment est-ce qu'elle était faite. Coloration plus foncée qui est intéressante. Dans différents types d'eau, Danny, j'ai besoin d'aller dans le foncé souvent. Absolument, là. absolument. Quand tu vas avoir des eaux un peu plus sombres, là, tu vas vouloir utiliser ce genre de leurre-là. Et dans la cuillère tournante, c'est rare qu'on a des colorations plus foncées comme ça. On les a généralement dans les cuillères de type Warbler. C'est vrai. Mais j'ai souvent pas cette chance-là. Il y a beaucoup d'autres couleurs aussi dans celles qu'on connaît déjà qui sont sur le marché. Tu as combien de colorations approximativement? Je te dirais qu'on a à peu près 16 colorations. Puis là, si tu rajoutes celle-là, on doit être dans une vingtaine de colorations à peu près. Là. J'ai dit dans ma conférence qu'avoir à choisir un leurre sur une île déserte, ce serait probablement un leurre tournant comme ceux-là que je présentais. De toute façon, tu peux aller chercher de l'odeur dans les poissons que tu as déjà attrapés pour augmenter le côté attractif de ton poisson. Très productif et très agréable à utiliser. Danny Hébot, merci beaucoup. Je te remercie. J'ai hâte de l'essayer en rivière. Tu sais qu'il y a une rivière dans le haut de laquelle on est supposé aller cet été. Je t'en reparle. C'est un petit secret pour l'instant. Ben, ça va me prendre de ça. C'est déjà tout pour nous. La semaine prochaine, on s'en va du côté de la réserve faunique de Rimouski. Ben, attention, j'amène toute ma petite gang, la petite famille au complet. Ça va être super trippant de ce côté-là. En attendant, vous venez nous voir sur Facebook, évidemment. Venez nous parler. Venez voir. On va mettre d'ailleurs les vidéos dont on vous parlait de l'action de la Swissex et de la façon dont la truite attaque quand on augmente la vitesse de train. Vous allez voir, c'est phénoménal. L'autre côté, bien, pour toute la fin de semaine, évidemment, il y a encore des soirées de chasse et de pêche à ce temps-ci de l'année. Allez sur les sites de nos amis, que ce soit Chasse aux Maniaques, la Ferme Monette ou encore Norman Burns. Il y a des dates dans votre secteur. Allez voir ça. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Oh, j'ai senti un coup. 2 coups même. Hey, Lucas, t'as-tu vu le poisson que t'as pogné? Wouhou! Regarde ça! Et là, tu m'as battu pour de vrai! Wow! As-tu vu ça? Ouais! Hey, t'es-tu content? Ouais! Go! Yes! Hey! Parfait, ça! Génial! Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par les Amants de la nature,
votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.